Coconut Podcast, saison 5, présenté par le groupe Quartier, avec votre animateur Alain Joe. Mesdames, Messieurs, bonjour, Koué. Écoutez, en ce mois de l'histoire des Noirs, eh bien, Coconut Podcast réitère avec une invitée de marque, messieurs, dames. Si vous ne la connaissiez pas encore, c'est peut-être parce que vous n'habitez pas à Montréal, car elle est connue à travers la métropole, je vous dirais, et même dans son coin de pays également. Pour certains, on va dire les cantons de l'Est, pour d'autres, Eastern Township, et même l'Estrie. Est-ce que ça rentre là-dedans? On lui demandera. Messieurs, dames, c'est avec une immense joie que nous recevons la responsable au niveau de la culture et du patrimoine à la ville de Montréal. Oui, elle travaille étroitement avec la mairesse Valérie Plante, mais elle est surtout l'élue, oui, de commettantes et commettants incroyables dans la métropole de Montréal. Elle est conseillère municipale de Rosemont, la petite patrie. C'est avec une grande joie, messieurs, dames, que nous recevons à Coconut Podcast, je dis bien, et je suis fébrile car on la voit un peu partout à la télé, sur Internet, mais aujourd'hui, nous sommes avec elle. Je dis bien, Madame Erika Alneus. Bonjour. Madame Alneus, comment ça va? Ça va bien, ça va très bien. Vous, comment allez-vous? Ah, intéressant, c'est super. Vous êtes une des rares invitées qui me demande comment je vais. Ben, je peux vous dire que durant ce mois de l'histoire des Noirs, qui est une vitrine sur ce que la communauté noire a de mieux à offrir, eh bien, je me porte excessivement bien. Vous le savez, être entrepreneur, vous avez travaillé dans l'entrepreneuriat au niveau social, c'est pas toujours facile. Ça demande beaucoup, beaucoup de temps, d'investissement, mais le résultat, il y est. On est avec vous aujourd'hui, donc ça va super bien. Good, on aime ça. Excellent. Madame la conseillère municipale, vous avez la chance de représenter un arrondissement. Et plus précisément, vous, c'est Rosemont, la petite patrie. Votre réaction suite à votre élection, et même on aimerait avoir un peu d'informations. À quel moment Madame la mairesse Valérie Plante va vous contacter afin que vous fassiez ce saut dans l'arène politique et que vous portiez comme candidate aux élections municipales? On vous écoute. Ben, c'est une très belle question. Puis, du même coup, j'en profite pour saluer les auditeurs et auditrices du podcast et tout particulièrement ceux qui sont du district d'Étienne-des-Marteaux. Oui. Pourquoi Rosemont? Parce que j'y habite depuis 15 ans. Donc, c'est un arrondissement que je chéris. C'est un arrondissement où j'ai vu une évolution sous l'administration de Projet Montréal qui m'a amené à me sentir en sécurité, à bénéficier d'une qualité de vie pour laquelle j'avais envie de participer. Donc, pour la petite histoire, on m'a approché en 2017 pour les élections municipale et la vie a fait qu'il y a eu une opportunité professionnelle dans mon champ d'études et j'ai décidé d'aller travailler pour l'organisme Pour 3 points. Oui. Et en 2021, on a récidivé et je me sentais prête à faire ce saut-là. Puis, donc, c'était la première fois que je faisais une campagne électorale et je vous dirais, votre question à savoir comment on se sent après les élections, j'ai un mot, c'est beaucoup de gratitude. Je suis très reconnaissante que les citoyens de Rosemont, ceux résidant dans Étienne-des-Marteaux me donnent une chance et me disent oui, on a envie que vous nous représentiez. Pour moi,
c'est un grand signe de confiance avec lequel je suis extrêmement reconnaissante, puis auquel je porte beaucoup, beaucoup de respect. Donc, voilà. Excellent, excellent. Euh, vous étiez très présente lors de cette campagne électorale, mais sur les réseaux sociaux également, on a pu voir, oui, vous étiez candidate dans Étienne Desmarteaux. D'ailleurs, il y a un camp de jour que je fréquentais jadis et il y avait cette chanson de ralliement. Étienne, Étienne, cha-la-la-la-la-la-la, Étienne Desmarteaux, cha-la-la-la-la-la-la. On est juste assez fun jusqu'au bout. Mais en tout cas, je l'ai oublié, là. Mais Étienne Desmarteaux, on a senti un engouement dans votre localité, dans l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie, mais on a senti également un engouement de l'entièreté de la communauté haïtienne de Montréal, pour ne pas dire du Québec, lorsque votre candidature a été annoncée et pour ne pas vous dire, lorsqu'on a su que vous étiez élu, que notre podcast avait été faire un tour, oui, on vous suivait, nous autres, depuis en 2017, on avait été faire un tour sur votre page Internet, hein, Facebook, entre autres, et les remerciements, mais c'était une avalanche de félicitations, de compliments quant au travail que vous aviez fait pour être élu. Ça vous a fait quoi de savoir que toute la communauté haïtienne était derrière vous, Madame Alnéus? Ah, c'est tellement une belle question. C'est tellement touchant de savoir qu'on est transporté par un soutien, j'ai reçu des appels, j'ai des Hmm, gens qui sont venus me porter de la nourriture pendant la campagne, nice. j'ai des amis qui sont venus cogner, euh, faire le porte-à-porte avec moi. C'est tellement grand de sentir que la communauté dont on fait partie soutient cette, euh, cette transition professionnelle, ce parcours, puis je pense que ça représente aussi l'envie d'être représenté, puis aussi d'envoyer le message qu'on a envie de contribuer, puis qu'on a des gens dans notre communauté qui décident de le faire et que c'est important de les soutenir dans cette démarche-là. Puis moi, la gratitude que j'ai, puis c'est drôle parce au début, dans votre introduction, vous parliez du fait que je viens des cantons de l'Est. Puis ça, je tiens à le souligner. Je dois envoyer tellement ma reconnaissance à cette petite communauté haïtienne dans laquelle j'ai grandi dans les cantons de l'Est, OK. qui m'ont soutenu, qui m'ont écrit, qui m'ont dit on est avec toi. Donc, ses oncles, ses tantes, qui ne sont pas nécessairement mes oncles, mes tantes, mais on sait dans la communauté C'est haïtienne, ça. tout le monde est un mononcle ou une Non, non. tante. Ou un cousin, une cousine? Ou un cousin ou une cousine, exactement. Puis ça a donné que j'ai reçu énormément de soutien de leur part. Et ça, pour moi, ça représente la force de notre communauté, l'élégance de notre communauté. Et je leur serai reconnaissante. J'ai écrit le lendemain de l'élection, je suis parce que nous sommes. Puis je pense que dans ce somme-là, il y a cette communauté haïtienne toute petite avec laquelle j'ai grandi, on était 300, 400 Haïtiens qui ont voulu qu'on puisse connaître notre culture tout en étant conscients et fiers aussi d'être des citoyens québécois. Donc, pour moi, il y a cet aspect-là auquel j'adhère beaucoup, mais que je suis reconnaissante qu'ils aient pris le temps de nous sensibiliser, nous faire mettre en lien avec la communauté et la culture haïtienne. Superbe, superbe. Écoutez, en 2018, vous me corrigez, 2017-2018, les élections municipales, Projet Montréal avait mordu un peu la poussière en ce qui a trait à faire élire un maximum de gens issus des communautés culturelles, entre autres de la communauté haïtienne. On avait quand même une belle représentation dans Montréal-Nord. Vous aviez les Sacha, Wilkim et Razil, entre autres, pour ne nommer que celui-ci. C'est un ancien de mes étudiants qui était candidat. Il y avait quand même pas mal de représentants, mais qui n'avaient pas été élus. Et il y avait un post-mortem qui avait été fait à se dire, bon, il va falloir quand même, Madame Plante, on veut lui faire confiance, mais on aimerait ça que son équipe soit davantage diversifiée. Et là, aux élections suivantes, bon, Projet Montréal vont
aller chercher toute une pointure afin qu'il devienne leur président. Je parle de M. Guédé Bernier. Et là, il va faire un travail en ce qui a trait avec Madame la mairesse, entre autres, à recruter des pointures des communautés culturelles, communautés noires, entre autres, on est dans le mois de l'histoire des Noirs, afin que ces derniers soient candidats, mais dans des arrondissements là où ils auraient vraiment une possibilité d'être élus. Et ils ont mis le paquet afin qu'un maximum d'entre vous soient élus. Rappelons que Madame Olivier, qui est elle-même présidente du comité exécutif, elle est élue dans Rosemont, la petite patrie également. Ça vous fait quoi de voir que Projet Montréal ont réussi là où plusieurs pensaient qu'ils feraient patate, quoi? Je pense que c'est une fierté pour moi d'avoir joint ce parti-là parce que ils ont pris acte, se sont donné des actions et ont travaillé de manière structurante. Ils ont fait un travail de fond. Je suis, oui, une personne noire, mais je suis une résidente de Rosemont qui aime son quartier. Je peux prendre le cas de Mme Marie Sterlin, ma collègue qui est dans le Myland, qui est conseillère d'arrondissement sur le plateau Mont-Royal, une résidente du Myland impliquée tout particulièrement dans les enjeux d'habitation. Donc, c'est plus des Pour trouver... parachutés, là, maintenant, là. Mais c'est un travail qui est long. C'est pas simple non plus convaincre quelqu'un de faire le saut en politique. Moi, on m'a approché, j'ai pris le temps, j'ai eu besoin de réfléchir à ça et de poser le pour, le contre. Mais c'est un travail de longue haleine. Et le parti s'est donné les moyens, le temps de bien faire les choses pour mobiliser les gens. Et donc, pour moi, il y avait une sincérité à vraiment avoir des candidats, candidates qui représentent les citoyens et citoyennes. Et c'est un travail qui ne se fait pas du jour au lendemain. Et Projet Montréal a pris ça à bras-le-corps et je pense qu'on en a des résultats qui sont assez probants, à savoir que nous sommes 6 femmes élus dans notre parti. Et si on regarde au conseil municipal, on est 9 élus afrodescendants. Si on continue puis on va plus gros, on est quand même 27 élus municipaux à travers le Québec. Ce n'est pas rien. Mais ça, c'est du travail de longue haleine que tout le monde doit faire. Et c'est aussi d'envoyer le message qu'on a le droit, nous aussi, de contribuer à notre société, à l'améliorer. Yes. Et autant pour nos municipalités. Puis des fois, ça commence tout petit, puis on peut envoyer le message très jeune. Moi, je suis une fille qui a siégé sur son conseil des élèves tout mon secondaire. Donc, moi, je sais que ma graine était germée il y a déjà longtemps. De faire ce saut en action politique active a été autre chose, ça a pris un certain temps, mais il y a des choses qui peuvent se semer. Puis je pense que c'est important d'envoyer le message que oui, c'est un travail qu'on peut faire et on a le droit aussi de dire j'ai quelque chose à apporter à la table et je peux contribuer à l'amélioration de la société. Superbe. Écoutez, un arrondissement centre de Montréal, on sent que ça foisonne d'idées, beaucoup d'artistes, de jeunes professionnels, de jeunes familles de plus en plus dans votre zone. Vous avez un maire d'arrondissement, M. Limoges, François de son prénom. Avec votre équipe, en plus, vous avez la présidente du comité exécutif. Vous-même, vous êtes au comité exécutif. Voilà. En tant que représentante responsable de la culture et du patrimoine. Comment c'est que de travailler avec M. Limoges, Madame Olivier, ainsi que Madame Blanco et M. Posé. Ouais, Posé. C'est comment, là, votre dynamique? Parce que vous avez, comme j'allais dire, une belle circonscription, un bel arrondissement. Je vous écoute. C'est quoi vos projets à venir pour améliorer les conditions de vie de tous les jours là, au niveau de la ville pour vos commettantes et commettants? Ben, c'est super intéressant. Vous me posez une question sur Monsieur le maire, Monsieur Limoges, et je prends le temps quand même de souligner comment il a
été d'un support parce que c'est la première fois que je faisais de la politique. Il a été aidant. Il demeure une personne aidante. C'est quelqu'un d'expérience. C'est son 4e mandat. Et de nous accueillir, moi, je vais parler pour moi, mais de nous accueillir, d'essayer de nous rassembler et de partager son expérience avec moi. Moi, je trouve ça extrêmement riche. C'est quelqu'un de compétent, quelqu'un qui réfléchit, qui connaît bien le terrain. Et ça reste quelque chose d'important parce qu'on a une réalité où nos responsabilités, on gère le quotidien, où on organise le quotidien des gens aussi. Donc, je vous dirais que c'est vraiment, je me sens privilégiée de pouvoir collaborer avec le maire de mon arrondissement. Puis je pense que plusieurs maires, je vais parler pour ma formation politique, sont des gens qui sont dévoués, qui sont intéressés à ce que on puisse offrir une qualité de vie aux citoyens et citoyennes de Montréal. Puis je vous dirais que pour Rosemont, il y a tellement de choses qu'on a envie de faire. Je vous dirais que j'ai le goût de parler d'un projet dans mon district. Il y avait un problème de circulation, puis on a décidé de reconfigurer ce carré-là, donc le carré Augier, qui était problématique. Et nous savons que tout ce qui est consolidé, la circulation, tant des piétons, des cyclistes et des automobilistes, pour nous, c'est important parce que tout le monde peut avoir sa place, mais il est important que tout le monde puisse se déplacer en sécurité. Donc, je peux parler du carré Augier, quelque chose qui est très cher à notre cœur, c'est tout l'aspect de la transition écologique, la biodiversité, s'assurer qu'on verdit nos milieux. C'est important, ça permet une meilleure résilience face à certains éléments de changement climatique. Donc, on peut parler des saillies, on peut parler de tout le verdissement, des mini-forêts qu'on a. Je pense à la mini-forêt au parc, pardon, Père Marquette. Donc, on a plusieurs initiatives de ce genre, tout l'aspect des ruelles vertes. On a aussi, une de nos promesses électorales était de mettre en place une commissaire au développement économique, développer cette relation avec le milieu économique local qui permet quand on réfléchit à la ville du 15 minutes, mais c'est important qu'on ait ce type de développement économique local qui permet aux gens de pouvoir consommer des choses tout proches, de pouvoir se déplacer à pied ou en vélo, mais de pouvoir le faire dans des rues qui sont sécurisées, pacifiées. Donc, c'est exactement dans cette lignée, puis je pense que c'est à l'essence même de Projet Montréal, et je pense qu'on a une vision pour la ville, une ville qui va nous permettre de pouvoir passer à travers des éléments importants des prochaines décennies, des prochains siècles, on se souhaite. Donc, je suis très emballée de pouvoir le faire. Et comme je le disais, moi, j'ai fait ce saut en politique parce que j'ai vu ce que Projet Montréal était capable de faire. Je le vivais comme citoyenne et j'avais le goût d'y participer. Excellent, excellent. On sait que Madame Olivier est celle qui est responsable du budget, puis en plus, vous travaillez dans le même arrondissement avec elle. Vous-même, vous devez faire des doléances, hein, un peu. C'est comme monter au Conseil du Trésor pour voir qu'est-ce qu'on peut vous allouer comme budget pour faire fonctionner votre département. Euh, on sait que les commerçantes et commerçants l'ont pas eu facile. Dans votre arrondissement, vous me corrigez, hein, bien sûr, vous avez Masson, hein, la rue Masson, c'est bien ça? Oui, pas mal de commerces de proximité, là, énorme. C'est quasiment un petit centre-ville en soi, de bons bars, vraiment des produits raffinés, une vie de quartier intéressante. Mais les commerçants et commerçantes l'ont pas eu nécessairement facile. Est-ce qu'il y a eu des décisions prises au niveau de votre arrondissement pour venir en aide, et même au niveau de la ville-centre, pour venir en aide aux commerçants et commerçantes de votre arrondissement? Puis, comme on est avec Madame Culture Patrimoine, est-ce qu'il y a eu quelques d'ajustements ou politiques pour aider les artistes, ne serait-ce que ceux qui tiennent pignon sur rue, qui louent des espaces? Qu'avez-vous mis de l'avant pour aider les commerçants, commerçantes à pouvoir mieux s'en sortir suite à cette à cette crise sanitaire, là? Puis, une crise qui
n'est pas totalement terminé, donc on place Merci. certaines choses, mais je tiens à dire à l'arrondissement qu'il y a un soutien qu'on offre ce qu'on appelle les sociétés de développement commercial de Rosemont-la-Petite-Patrie. Donc, c'est important de pouvoir soutenir cette vitalité économique. Donc, l'arrondissement soutient ces sociétés de développement commercial. Il y a beaucoup de programmes qui ont été aussi mis de l'avant par mon collègue Luc Rabouin, qui est responsable du développement économique au comité exécutif, pour soutenir. Et on est conscient que ce n'est pas simple et ça a demandé énormément d'ajustements et dans la mesure du possible, mais souvent, les municipalités, leur rôle, c'est d'être le tremplin ou d'être le soutien qui permet à certaines choses d'avoir lieu. Donc, il y a des programmes qui ont été mis par le service du développement économique en ce genre. Étant responsable de la culture, on est conscient aussi que le milieu culturel, ça a été difficile, ça a été exigeant. Une des choses que le service de la culture s'est assuré, c'était auprès des artistes qui avaient certains contrats, de vraiment avoir une conversation avec ces artistes pour voir est-ce qu'on garde le contrat, est-ce qu'on le brise, est-ce qu'on décide de retarder. Donc, on a été flexible. On a vraiment fait preuve de flexibilité auprès des artistes et je pense que c'était névralgique et important de pouvoir le faire puisqu'on devait naviguer dans des eaux particulièrement troubles et un peu insoupçonnés. Puis l'idée était de vraiment rappeler que pour nous, c'était important de les soutenir aussi pour le bien des citoyens et citoyennes qui voulaient bénéficier de ça. Donc, c'est ce qui a permis à certains artistes de pouvoir se produire plus tard. Donc, tout le monde a travaillé à ajuster les choses pour que tout le monde puisse pour que tout le monde, pardon, ait accès à de la culture, puisque étant une métropole culturelle, c'est important de pouvoir s'offrir ce genre de choses-là. Superbe, superbe. Écoutez, afin que vous puissiez réaliser tout ce travail et on vous sent investi, on sent qu'il y a un amour de l'humain. Oui, ça, on vous a vu à quelques événements, Coconut Podcast, 11 yeux de ce qui se passe sur les internets. Euh, pour nous, c'est vraiment primordial de faire savoir aux auditrices et auditeurs de Coconut Podcast, vous avez quand même bûché dur avant que tout soit si magnifique. Vous avez, euh, vous avez travaillé au Y des femmes, entre autres. Vous avez été impliqué, mais alors là, avec toute une personnalité québécoise. Je vous laisserai m'en parler un petit peu, malgré qu'on l'a reçu à Coconut Podcast. Monsieur Fabriceville, euh, pour 3 points, vous étiez, corrigez, là, au niveau de la philanthropie, Oui, soit conseillère au directrice développement développement philanthropique. philanthropique. Exactement. Et pour pouvoir faire ça, vous avez étudié 3 ans là, à l'Université de Montréal en gestion philanthropique. C'est pas tout le monde qui fait ces études-là. Est-ce qu'avec un certain recul, vous constatez que toutes ces expériences, mais surtout celle à pour 3 points, vous a permis de bien, mais vraiment développer ce qui serait Erika Alneus sur le long terme? Parce que je peux vous dire, vous n'êtes pas loin d'être une vedette. C'est pour ça peut-être qu'ils vous ont mis à la culture patrimoine. Là. Vous êtes une Oh, vous vedette à êtes trop Montréal. On vous gentil, mon écoute. doux, vous êtes trop gentil. Mais je vous dirais que oui, définitivement, toutes ces expériences professionnelles, je travaillais dans des organismes communautaires, j'ai travaillé dans un carrefour jeunesse-emploi, Ouais. j'ai travaillé dans un centre en À entrepreneuriat Annecy, Bordeaux, féminin. Quartier-Ville. Exactement, vous faites d'excellentes recherches, je dois dire. Puis concernant pour 3 points, la mission m'interpellait. Puis on se rappelle que pour 3 points, c'est de former des coachs sportifs pour qu'ils puissent jouer un rôle de coach de vie auprès de jeunes de milieux plus défavorisés. Et c'est surtout, et c'est drôle, ils ont fait une campagne de financement cette année disant personne n'est self-made. Et pour moi, c'était de pouvoir participer à mobiliser de l'énergie auprès de coachs qui peuvent soutenir des jeunes. Et je pense que pour moi, c'était ma façon de contribuer, de remercier toutes les personnes qui, moi, m'ont aidé. Et je trouve que c'est important de, surtout quand on est jeune, de savoir qu'au-delà de sa famille, il y a d'autres personnes qui veulent notre bien et qui veulent notre réussite. Donc, pour moi, c'est une expérience qui est très importante et j'utiliserai l'expression l'égalité des chances à travers ça, l'équité
Puis je trouve que c'est important dans ce que je fais aujourd'hui. J'ai un rôle où je dois représenter tous les citoyens de mon district et aussi être, en tant que responsable de la culture et du patrimoine, de représenter tout le milieu culturel montréalais, qui est très diversifié, parce que ça fait partie de ce qui construit notre identité, notre communauté culturelle. Et pour moi, c'est important que tout ça puisse avoir sa place au soleil. Donc, je pense que pour 3 points, veut et tend à vouloir s'assurer que les jeunes puissent être entourés de personnes pouvant leur donner les meilleures conditions pour avoir leur place au soleil. Donc, je pense que ça m'a teinté. Ça m'a amené aussi à m'assurer que tout le monde ait sa place. Et ça a été des années très, très, très formatrices de travailler auprès de M. Ville, dont la vision et la générosité de cœur euh, a permis, je pense, à plusieurs jeunes de se sentir soutenus par des coachs qui voulaient leur bien au-delà du sport. Vous êtes quand même humble, parce que lorsqu'on ouvre notre petit écran, on voit le Canadien de Montréal qui, qui se permet d'être une vitrine énorme pour l'organisme pour 3 points. Euh, sur les écrans géants, on voit le logo de pour 3 points. Ils sont carrément une vitrine pour 3 points. La question que Coconut Podcast a envie de vous poser, est-ce Madame Alneus, avant son départ pour l'arène politique, qui aurait négocié ce partenariat avec Monsieur Jeff Molson Oh uniquement? non, vous Ah me ouais, non? prêtez des intentions, cher ami. Non, 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 non. Je ne pourrais vous dire, sincèrement, je n'étais pas j'étais en campagne électorale, OK, mais OK. donc je C'est ne pas vous, pourrais ça. C'est vous pas dire. vous, ça. OK. C'est Il Tigidou. faudrait Mais, passer la question à mes amis pour 3 points, mais je ne peux répondre à ça, malheureusement. ben, c'est Tigidou, mais vous voir que de grandes sociétés au Québec, de grandes entreprises cautionnent le travail pour lequel vous avez bûché dur, ça doit vous faire un petit velours quand même de dire, ah ben, ils sont sur la bonne voie. J'ai dit souvent que travailler en philanthropie, pardon, c'est travailler avec le bois noble des gens. Puis je pense que c'est juste la canalisation de bois noble pour construire quelque chose de structurant pour les jeunes. Et ça, moi, c'est ce que je trouve extraordinaire. Si j'ai pu participer à ça, je suis contente. Je pense que j'ai été en alignement avec qui je suis, me sentant très investie d'être au service des autres. J'ai pu contribuer à ma façon à une organisation dont je crois encore à la mission. Puis si ça a pu être utile, bien heureuse. Donc, c'est pas une question peut-être d'humilité. Je pense que pour moi, c'est une question d'être aligné à ses valeurs profondes. C'est clair. Vous nous avez parlé de l'Estrie, on termine dans moins de 3 minutes, mais nous, il y a des questions qui sont chaudes, là, comme on dit. D'accord. D'accord. Euh, Qu'est-ce que vous avez appris en Estrie qui vous a servi dans cette jungle urbaine qui est Montréal? Hmm. Bien, pour la petite histoire, mes parents ont immigré d'Haïti dans les cantons de l'Est. Donc, j'ai grandi dans les cantons de l'Est jusqu'à l'âge de 22 ans. Donc, j'ai fait mon école primaire, secondaire, puis mon cégep, une partie de mon cégep là-bas. Je vous dirais, je vais citer mon professeur d'histoire de secondaire Ah 5, ben, ah ben. Monsieur Isidore Ruppé, qui avait, puis c'était Histoire du 20e siècle. Puis il avait terminé l'année en nous disant, je pense, j'espère, qu'après avoir vu tout ce 20e siècle-là, vous allez vous rappeler quelque chose d'important, c'est que c'est primordial aujourd'hui d'être généreux. Puis je vous dirais que c'est peut-être une des choses, j'ai appris plein de choses en étant dans les cantons de l'Est. Mais La si générosité. vous me posez cette question-là, je vous dirais, je citerai Monsieur Huppé. Huppé qui disait, c'est important d'être généreux. Incroyable. Pour terminer sur une note un peu plus intéressante quand même, bof, un peu plus intéressante. Toute l'entrevue a L'entrevue est été tellement juste malade, intéressante. exactement. C'est une Mais belle ouais, conversation. c'est incroyable. Mais là, je pense qu'on passe à un autre niveau.
Madame Plante, Madame Valérie Plante. On sent aujourd'hui qu'elle est à l'aise dans le rôle de mairesse, mais plus que jamais, qu'elle maîtrise ses dossiers. Mais là, franchement, hein, je vous le dis. Mais surtout qu'elle est presque devenue, ça a l'air que c'est peut-être tout le comité exécutif, là, je ne sais pas, vous m'en reparlerez, mais une star. Elle fait des campagnes contre le cancer, entre autres, je pense, de la prostate ou différents. On la voyait lors des grands bals du musée des beaux-arts de Montréal, entre autres. Mais est-ce qu'elle s'est embauchée, vous qui êtes dans le secret des dieux, est-ce qu'elle s'est embauchée une styliste qui la suit à tout bout de champ? Parce que ce qui ressort là, dans tous les grands salons de Montréal et de la rive sud et la rive nord des couronnes, c'est que Madame Plante, là, ses tenues vestimentaires, elle a pris un. Tu sais, je sais pas, là, il y a quelque chose de revampé au niveau de la tenue vestimentaire. Pouvez-vous nous en parler, là? Est-ce qu'un projet Montréal ou carrément l'hôtel de ville a embauché une styliste? Parce que vous-même, là, vous avez un garde-robe. Des fois, je me dis, oh my God. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est au niveau de Projet Montréal qu'il y a une styliste qui vous dit bon, mesdames les conseillères, on s'habille comme ça aujourd'hui. Pouvez-vous nous vendre un peu C'est la. très drôle. Ben, merci pour les bons mots. À la base, j'ai travaillé beaucoup pendant mes études dans des boutiques. Ah, Donc, j'ai été une employée chez Jacob pendant 5 ans et demi. J'allais travailler au White des femmes. C'était dans une friperie. Donc, la mode est un médium artistique qui m'appelle personnellement. Donc, oui, j'ai ce petit truc pour les vêtements. Moi, il n'y a personne qui m'a donné le mémo qu'il y avait une styliste dans l'équipe de Projet Montréal. Je pense que tout le monde a beaucoup de goût. Et je pense aussi on reflète notre métropole. Les Montréalais aiment s'habiller. absolument. Même quand OK. il fait moins 30, les gens ont des belles bottes, des belles tuques et des beaux manteaux. Je me permettrai, par rapport à la mairesse, je lui laisserai bien le soin de De répondre nous pour répondre. elle-même. Je lui transmettrai vos bons mots. Mais Madame la mairesse aime, elle aime ça, puis je pense qu'elle elle s'offre l'opportunité de pouvoir s'exprimer totalement. Mais à la base, moi, j'ai toujours rencontré une mairesse qui a toujours aimé les vêtements, Mhm. qui a ce souci-là pour la mode euh, et ses créateurs montréalais. Et vous parlez du Musée des Beaux-Arts, beaucoup de gens ne le savent pas, mais c'est une muséologue, c'est quelqu'un qui a travaillé aussi pour certaines des institutions montréalaises. Donc, Madame Plante a une relation au milieu culturel qui lui est très, très proche. Donc, des fois, je dis à la blague, j'ai un dossier qui intéresse beaucoup la mairesse, qui est comme le petit fil à son cœur. Donc, c'est pas, pour moi, ce n'est pas une surprise. Je pense que Madame Plante ne fait que refléter des choses qu'elle aime profondément et je vous dirais que c'est un grand honneur pour moi de pouvoir la côtoyer, de pouvoir travailler avec elle. C'est une femme d'une grande élégance, d'une grande force et qui a vraiment à cœur ses citoyens et citoyennes. Je ne pourrais vous dire combien c'est vraiment, vraiment stimulant de travailler avec cette dame, puis de travailler avec mes collègues à Projet Montréal. Pour une nouvelle élue, c'est une première fois, on apprend, je me sens soutenue, je travaille avec des gens compétents, des gens qui sont engagés et qui ont vraiment à cœur l'amélioration de leur ville et de ses citoyens. Madame Alnius, écoutez, l'entrevue tire à sa fin. Moi, je pense que Coconut Podcast, on va aller squatter l'hôtel de ville comme les autres médias. Là. On va être dans les mêlées de presse. Là. Puis comme ça, on va pouvoir vous interroger sur une base plus hebdomadaire, ne serait-ce. Écoutez, on est en plein mois de l'histoire des Noirs. Vous allez terminer avec ça. L'entièreté des Montréalais, Montréalaises, des quartiers plus anglophones, plus francophones, plus allophones même, vous écoutent. Les amis de la communauté noire vous écoutent. À la ville de Montréal, pour vous-même, le mois de l'histoire des Noirs en 2023, ça représente quoi? Quelle activité vous nous suggérez peut-être de
d'aller vite voir. Il y avait l'exposition de Monsieur Jean-Michel Basquiat. Qui est encore là jusqu'au 19 février. Non, sérieux, il y a eu une extension ou c'était pas juste Aux dernières nouvelles, au 19? l'exposition se termine le 19. Donc, n'hésitez pas. Mais je vais vous inviter à aller visiter la page du mois de l'Histoire des Noirs. Il y a plusieurs activités qui s'y retrouvent. Il y a même, je vous invite aussi à visiter les sites Internet ou les programmations des maisons de la culture. Et peu de gens le savent et c'est une grande fierté pour moi, étant responsable de la culture, de voir le travail du service de la culture à offrir une programmation de qualité à travers les maisons de la culture. Ce sont pour la plupart des activités, des spectacles qui sont gratuits ou à très faible coût. Donc ça, je vous invite, chers auditeurs et auditrices, à aller sur le site Internet de votre maison de la culture. Il y a 12 maisons de la culture, sans compter les bibliothèques. Des bibliothèques vont faire des programmations, 45 bibliothèques. On a une vie culturelle pour tous et toutes. Donc, et c'est quelque chose qui est important pour nous. C'est pour ça qu'on veut pouvoir avoir des lieux culturels pour célébrer toutes nos communautés, mais aussi offrir une porte de connaissance et de connexion à travers ces installations culturelles. Mais pour revenir pour le mois de l'Histoire des Noirs, je vous invite à aller visiter le site Internet du mois de l'Histoire des Noirs. Il y a tellement d'activités à aller voir. Et prenez la chance de rencontrer ces communautés qui enrichissent notre métropole. Madame Erika Alneus, toute une entrevue. Écoutez, ça avait de passer en entrevue l'entièreté ou du moins la moitié du comité exécutif de la ville de Montréal. On reçoit Madame la présidente, Madame Mouélé, entre autres, dans le cadre du mois de l'Histoire des Noirs. Alors, nous sommes choyés à Coconut Podcast. Sachez que Coconut Podcast, en fin d'entrevue, eh bien, nous, on a eu la chance de se promener à travers la nation québécoise. On a été à la rencontre de nos frères et sœurs des Premières Nations et on a appris en langue inoue vers cette île, la Côte-Nord. Ils nous disent, nos frères et sœurs, Kinash Kumitin. Par la suite, vous l'essayez si vous voulez. Je ne vais pas me risquer tout de suite. J'ai pas, je vais me garder une petite gêne. On va pratiquer un petit peu. Par la suite, on s'est rendu vers Québec. On a été à la rencontre de nos frères et sœurs Huron-Wendat en langue Wendat. Ils nous disent Teawek. Teawek. Ouais, vous voyez, là, vous prenez de la confiance, vous êtes bonne. Là. Par la suite, on s'est rendu en Abitibi. Ben oui, on a été à la rencontre de nos frères et sœurs des Premières Nations et en langue algonquine, ils nous disent Miigwech. Miigwech. Oui, écoutez, madame la responsable de la culture et du patrimoine, on sent que vous êtes polyglotte. Hein? Par la suite, une petite affaire. Par la suite, on s'est rendu, on s'est rendu dans le centre du Québec. On a été rencontrer nos frères et sœurs Abénaki. Et en langue Abénaki, ils nous disent Olé, olé. Olé, olé. Pas pire, hey, my God, Madame Alneus, vous êtes pas mal bonne. Et pour terminer, on est dans la région de Montréal. Nos frères et sœurs des Premières Nations, entre autres Mohawks, nous disent Niawen. Niawen. Ben, Madame Alneus, nous sommes d'origine haïtienne. Eh bien, je vais vous dire un grand merci en pile, franchement, où sont potomitans dans la communauté et nous vous souhaitons la meilleure des forces pour poursuivre le travail qui est déjà commencé. C'est à moi de vous remercier pour cette magnifique conversation. Kembe Palagé. Kembe Palagé, merci. Alors, messieurs, dames, oui, nous étions avec la responsable de la culture et du patrimoine, mais surtout conseillère municipale du district Étienne des Marteaux, dans l'arrondissement Rosemont, la petite patrie. On a été choyés aujourd'hui. Je vous invite à la suivre sur les réseaux sociaux. Cherchez-la assurément sur Twitter, comme j'aime bien le dire. Alors, messieurs, dames, nous étions avec Madame Erika Alneus. Je dis un grand merci à l'équipe de Madame la mairesse Valérie Plante.
oui, d'avoir permis que cela soit possible. Franchement, messieurs, dames, le mois de l'histoire des Noirs, on rencontre la crème de la crème. Sur ce, on se voit pour une prochaine entrevue sur les ondes de Coconut Podcast. Ciao! Au revoir.